Il y a une chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que nous nous connaissons très mal. Je crois que les médecins pourraient dire la même chose, les psychiatres, les psychologues aussi. Nous avons en nous cette incroyable force de désirer et d'aller vers nos désirs. Et l'humain a envie de consommer. Donc fondamentalement, il y a une espèce de course au désir de pouvoir, au désir d'information, au désir même de nourriture, céleste peut-être aussi, je n'en sais rien, mais il y a une course comme ça qui est intrinsèque en fait à notre état d'humain, d'essence de l'humain, qui est très dépendant effectivement de nos sens. Donc ce système 1, qui est très bien décrit en fait par quelqu'un qui s'appelle Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2012, qui décrit en fait nos comportements sous deux systèmes. Le premier système, c'est un système intuitif qui nous fait répondre extrêmement vite dans différentes situations. Le deuxième système, il est cognitif et vient raisonner sur les situations. Si j'avais à donner un exemple, c'est par exemple, vous êtes dans une forêt, vous vous promenez, et puis vous voyez quelque chose qui est enroulé comme une espèce de serpent. Votre esprit, avant même d'avoir conscience que c'est un animal dangereux pour vous, a déjà, lui, conscience, enfin inconsciemment, sait que c'est quelque chose de dangereux, il y a du sang qui afflue dans les jambes, vous partez en courant, vous enfuyez, et là vous commencez à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai vraiment vu? On revient sur place et on s'aperçoit que c'était une corde enroulée. Donc nos sens nous trompent. Et ce système 1 qui nous permet de survivre depuis si longtemps est en fait un système qui n'est pas totalement sur la vérité. Vous me direz la perception humaine, c'est pour ça qu'on a tous des perceptions différentes aussi. Nous sommes donc sur une perception qui est biaisée et la cognition qui devrait rétablir en fait de temps en temps des contextes avérés, une connaissance intrinsèque qu'on a de la situation qui va revenir mettre les choses dans le bon sens, eh bien on ne l'utilise pas tout le temps. Et d'autant plus en informatique, il nous demande de réagir très vite. Donc on va cliquer même avant d'avoir de temps en temps eu conscience de ce que l'on nous demande. Donc il est urgent pour moi, pour respecter notre essence d'humain face à ces machines qui arrivent, que l'on crée un système 3 qui soit un système qui soit en métacognition, c'est-à-dire en capacité de comprendre à la fois le système 1 qui nous donne toute cette intuition, cette créativité, cette intention immédiate, et le système 2 qui raisonne. Donc il faut apprendre à nos enfants à avoir ce recul et pouvoir effectivement élaborer des raisonnements sur ces différents chemins. La perception qui nous trompe, il va falloir travailler sur ces biais cognitifs qui sont les nôtres et qui font notre puissance aussi, comme vous l'avez très bien dit. Nous sommes faibles et on est pourtant là. On a survécu à beaucoup de situations grâce à ce premier sens d'instinct qui nous fait aller très vite dans des situations d'évitement, d'agressivité. Donc les émotions sont très liées à ça, et c'est pour ça que moi je vais vous parler d'émotions. Alors je vais vous parler d'émotions et puis d'intelligence artificielle et robotique. Et mon propos, c'est donner du sens à tout ça, c'est-à-dire démystifier l'état de l'art des systèmes qu'on met en œuvre et parler de garde-fous qu'il faudrait mettre afin d'éviter trop de dépendance, trop d'isolement et trop de domination de la machine par rapport à nous. Ma recherche est plutôt pluridisciplinaire. J'ai travaillé avant tout sur l'apprentissage machine et les réseaux connexionnistes dont vous parliez, les réseaux de neurones. Et je faisais en 92 déjà des réseaux qui permettaient de passer du signal audio aux phonèmes, qui sont les sons de la langue, puisque je travaille sur l'aspect langagier, d'interaction langagière, de dialogue homme-machine. Et ce faisant, je le faisais avec plusieurs couches cachées, avec une récurrence. On était sur des modèles déjà convolutionnels et deep, avec rétropropagation du gradient exactement comme le deep learning actuel, sauf que moi ça prenait 1 mois sur un VAX en Fortran. Donc c'était pas gérable. Et à l'époque, j'ai abandonné ces systèmes et certains irréductibles gaulois qu'on connaît bien, comme Yann Lequin, comme Bengio, qui était un peu chez nous aussi, et d'autres sont restés vigilants et ont continué à croire à ces systèmes. Et aujourd'hui, ils sont en train de gagner, effectivement, puisque les algorithmes dits de deep learning, qui sont des algorithmes connexionniques, je vais vous expliquer un peu plus, et qui sont donc avec beaucoup de couches cachées, c'est pour ça qu'on parle de profondeur, de deep learning, eh bien, ils ont amené des performances incroyables. Alors, il faut quand même raison garder. Ces systèmes n'ont rien d'humain. Ils ont juste la capacité de reproduire certaines de nos fonctions et parce que l'humain le décide. Donc j'ai travaillé beaucoup sur des applications. Pourquoi j'ai été amenée à m'intéresser aux émotions? Eh bien parce que les systèmes qu'on mettait en œuvre de dialogue homme-machine ne marchaient pas très bien et les gens pouvaient réagir en disant qu'est-ce qu'il fait là, le système il m'énerve. Et là le système disait veuillez répéter, je n'ai pas compris.
Donc on pouvait faire mieux que ça en entendant dans le ton de la voix, par exemple, que la personne était énervée et facilement jouer un jeu plus intelligent. J'ai continué à travailler en 2000 donc sur les émotions, ce qu'on appelle l'affective computing, que je préciserai tout à l'heure, et je me suis rendu compte aussi du fort pouvoir de manipulation de ces objets qui détectent vos émotions. Donc on crée des systèmes qui sont capables de changer les stratégies, de s'adapter à vous, de vous proposer des choses formidables, de vous dire « je vous aime, monsieur ». Bon, on peut imaginer ça très très bien. Je vais vous montrer des exemples après pour le prouver. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il était urgent de parler d'éthique et en tout cas de rendre beaucoup de gens conscients du pouvoir de ces machines. Donc j'ai travaillé avec la CERNA, qui est une commission de réflexion de l'éthique du numérique, qui est en fait une émergence d'Alisten. Alisten, c'est le regroupement sur les sciences du numérique et les technologies de tous les grands instituts académiques, c'est-à-dire CNRS, INRIA, CEA, grandes écoles, grandes universités. Et au sein de cet hémicycle, il y a une vingtaine de personnes dont je fais partie. On est en pluridisciplinarité avec des philosophes, des sociologues, des anthropologues, et on travaille sur des rapports, sur des préconisations autour de sujets qui nous semblent des sujets de pointe et importants. Donc en ce moment, j'en mène un sur les agents conversationnels et un autre sur la représentation des femmes en IA, dont je vais vous parler un petit peu. J'ai toujours pensé que l'éthique, c'était un sujet de philosophie, bien sûr, et qui n'était pas forcément mon sujet. Puis je n'ai pas fait de philosophie. J'ai beaucoup travaillé en pluridisciplinarité, grâce à un réseau d'excellence européen dans lequel on a essayé de monter cette communauté sur l'intelligence émotionnelle, donc l'affective computing. Mais je pense qu'il est important de comprendre que l'éthique, c'est avant tout une éthique appliquée pour les gens qui créent ces modèles, et c'est un équilibre entre des bénéfices et des risques, avec un certain nombre de valeurs éthiques qui sont importantes et qui doivent être comprises comme des responsabilités qui portent sur tous. Une déontologie, une responsabilité des concepteurs. Donc ça, on cherche aussi à le pousser auprès des GAFA, par exemple. Une émancipation, une responsabilité des utilisateurs. Pourquoi pas faire des machines qui nous rendent conscients finalement, du traitement qu'elles font. Donc avec plus de transparence, plus d'intelligibilité sur leur fonctionnement. On dit en anglais empowerment, c'est-à-dire pousser en fait tout utilisateur dans toutes les différences sociales que nous avons à comprendre mieux ce que sont ces systèmes pour éviter d'y répondre bêtement. On parle de bêtises de la machine, mais il faut aussi éviter d'être naïf devant ces machines. Pour faire cela, il faut se munir d'outils d'évaluation, de transparence, d'efficacité. Et là encore, les chercheurs ont un rôle à jouer pour outiller et pour aider à mieux comprendre les façons dont ces machines se comportent. Et là, j'alerte sur le dernier point que j'ai indiqué comme étant coévolution humain-machine, qui pourrait être changement d'essence de l'humain, c'est-à-dire, et qui serait plutôt à voir comme une co-adaptation, puisque la machine n'est pas une entité vivante, donc évoluer, c'est peut-être pas le bon mot pour dire ça, mais en tout cas qui est le fait que l'on cherche à construire des systèmes qui s'adaptent à nous, mais comment allons-nous nous adapter à ces machines est un vrai sujet. C'est un sujet de société, c'est un sujet d'éducation, c'est un sujet qui doit porter sur plusieurs cultures, sur lesquelles je pousse le gouvernement à être éveillé et à penser à avoir des instituts de recherche qui travaillent sur le long terme en étudiant ces différentes machines qui vont interagir autour de nous, comme les Google Home, par exemple, les Alexa Amazon. Vous voyez, tous ces systèmes d'enceintes vocales qui arrivent chez nous. Aux États-Unis, certains foyers en ont 6, 1 par pièce. Quand je demande, avez-vous Google Home ou Alexa Amazon chez vous, ces enceintes vocales? Oui? Pas beaucoup. Eh bien, sachez, vous savez que ça vous enregistre tout le temps. Et en général, quand je pose cette question, la suivante, c'est « est-ce que vous le débranchez ?» Et on me dit non. Donc on sait très bien que ça va enregistrer tout, mais on ne le débranche pas. Donc effectivement, ces systèmes sont là pour capturer des données à domicile, dans notre intimité, et vont ainsi construire des modèles qui vont nous revendre après. Donc il faut faire très attention, ces machines qui nous parlent, le langage est essentiel, on vous l'a décrit avant, de façon philosophique aussi, et il est important de comprendre que ces machines qui vont nous parler vont avoir une influence sur nous et vont tenter de nous manipuler pour différents objectifs. Le terme robot, si je reviens au robot, il est né dans la science-fiction, en 1920, dans une pièce de théâtre de Karel Čapek, où le robot est un esclave. Ça vient du mot robota en slave, qui veut dire esclave, serviteur.
Un robot, c'est avant tout une machine comportant 3 éléments, des capteurs pour comprendre son environnement dans lequel elle va naviguer, des processeurs qui analysent les paramètres qui sont recueillis afin de prendre des décisions qui peuvent être d'actionner le bras, de faire avancer le robot, etc., dans notre monde réel. Et les émotions arrivent très vite dans la science-fiction, évidemment. Déjà, Hall dit à Dave, quand il essaie de débrancher dans l'Odyssée de l'espace, « My mind is going, I can feel it ». Donc il est déjà sur la prise de la conscience, etc. Comme vous l'avez très bien dit, le premier film qu'on voit où il y a cette relation affective avec une machine, c'est Her. Alors on comprend bien, c'est la voix de Scarlett Johansson, qui est très suave, qui répond à la personne. Il tombe amoureux, il est seul, il vit avec cette image. Il n'a même pas d'image, là. Il a juste une voix qui est là, omniprésente, toujours pour lui, toujours disponible. Et ça bascule un peu comme dans Matchpoint, ce film, parce qu'à un moment donné, la machine, alors qu'il lui dit encore une fois être amoureux d'elle, eh bien la machine lui dit « Moi, j'aime des milliers de personnes ». Et là, il y a une espèce de dissymétrie qui fait que l'humain se trouve dans une autre situation. Il était intéressant aussi de regarder Real Humans, je ne sais pas si vous l'avez vu, série télévisée en 2012 qui était suédoise, où on voyait des robots très humains, qui sont en fait des humains qui jouent des robots, dans différentes situations de la société, que ça allait donc de l'aide aux enfants pour les devoirs, à l'aide à domicile pour les gens âgés, aux robots sexuels. Les robots suivants, Ex Machina, etc., travaillent sur la conscience. Mais derrière tout ça, nous avons ces mythes fondateurs qui sont le golem, qui sont Pygmalion qui crée sa Galatée et qui lui donne vie, et qui font qu'en fait, on a, à chaque fois qu'il y a une création qui est faite par l'humain, pas par un dieu, eh bien, la création va se rebeller contre la personne. Et Frankenstein est fondé sur ce mythe, et tous nos ressentis, finalement, sont aussi, quelque part, ancrés dans ces mythes de notre société, avec l'idée anxieuse de derrière de qu'est-ce qui va se passer derrière. Forcément, il y a un retour qui va me tomber dessus, et cette machine est dangereuse pour l'humanité. Bon. L'intelligence artificielle, vous l'avez raison, c'est un oxymore comme la robotique émotionnelle. C'est-à-dire, d'un côté, on a la machine, de l'autre côté, on a l'humain. Moi, je parle plutôt d'imitation artificielle. C'est avant tout une discipline qui comprend un grand nombre de différentes technologies, mais qui est là aussi pour mieux comprendre l'intelligence humaine, ce qui me semble être utile. Et moi, j'aime beaucoup le temps qu'on est en train de vivre et le fait de pouvoir discuter comme cela de l'essence de l'homme. C'est formidable. Merci à l'intelligence artificielle pour cela. C'est aussi donc de mettre des systèmes en œuvre, et c'est nous qui les mettons en œuvre. Ne pensons pas qu'ils sont autonomes. L'autonomie des systèmes est très très basse, très bas niveau. Il serait parlé de tous les niveaux existants, mais c'est assez bas niveau. Donc on parle d'IA forte et d'IA faible. Nous sommes sur une IA faible, c'est-à-dire extrêmement puissante, mais très pointue. L'IA forte étant l'IA avec conscience et émotion, et on n'en voit pas du tout l'ombre d'une hypothèse de preuve de quoi que ce soit. Donc tous les discours anxiogènes de l'IA forte va arriver, à la Elon Musk ou autres, sont des discours avant tout de marchands. Les intelligences, j'aime bien montrer ces deux images. D'un côté, nous avons le jeu de Go. Le jeu d'échecs, c'était un jeu d'intelligence. On mettait son CV on jouait aux échecs quand j'avais faisais mon CV à 20 ans, parce que c'était reconnu comme un jeu qui demandait des capacités de mémorisation, de stratégie fortes. En fait, ce sont des capacités qu'une machine sait formidablement bien faire. Alors, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer Fan Hui, qui est un jeune champion de Go chinois, qui a été embauché par Google DeepMind pour entraîner la machine. La première phase, quand elle a joué pour la première fois contre Lee Sedol. Et je lui ai demandé que s'est-il passé pour ces coups qu'on a dit magiques, les coups qui étaient surhumains ou un peu divins dans certains médias. Et donc il m'a dit, elle développe plus que moi, elle anticipe plus que moi. Donc j'ai demandé combien de coups la machine a anticipé au plus. Il m'a dit qu'elle avait des traces sur beaucoup d'hypothèses de départ, à 63 coups par exemple, pour aller trouver une solution sur des mouvements successifs. Et donc je lui ai demandé, mais vous développez à combien de coups? Et il m'a dit 50. J'ai demandé, on fait Polytechnique pour faire ça, qu'est-ce que fait-on? Il m'a dit, non, on fait Go, j'ai été repéré à 8 ans en Chine, et j'ai fait du Go. Et pourtant, j'ai fait beaucoup moins de parties que ce qu'a fait cette machine, qui en a fait un nombre fulgurant. Donc, et il disait aussi, c'est tout à fait injuste, en fait, de comparer un humain avec cette machine qui a été faite par un grand nombre d'ingénieurs de très haut niveau, avec une énergie incroyable de process. Les processeurs vont beaucoup plus vite, mais ils prennent encore beaucoup d'énergie. Il y a eu énormément d'énergie pour arriver à battre ce joueur. Et d'autre part,
il disait c'est un peu comme si on comparait une Jaguar qui sort d'une usine avec des ingénieurs de haut niveau avec un champion du monde de course à pied. Il est capable d'être champion de quelque chose, il avance, mais certainement pas de la même façon. Donc on fait une erreur à trop comparer ces machines à l'humain. Elles ont des capacités extraordinaires pour nous. On devrait l'utiliser pour ça, et pas se préoccuper de cette comparaison. Moi j'ai mis la pomme à côté, parce que vous voyez la machine, le goût de la pomme, aucune machine au monde ne s'est testée cela. Elle aura une connaissance encyclopédique d'une pomme, en tous les cas, si je lui la donne, cette connaissance, ou si elle a accès à ces bases de données énormes. Mais quand Google dit « je connais les chats », qu'est-ce qu'il connaît des chats? Il connaît des images de chats. Il ne connaît pas le chat qui ronronne, le chat qui griffe. Tout ça, c'est du vécu. Et ces épisodes de vie avec notre corps, notre esprit, dans un contexte, c'est ce que nous vivons, nous, comme expérience humaine, et c'est comme ça qu'on apprend réellement. La machine, elle apprend juste un cliché qui est une surface. Il n'y a aucun sens quand elle bat un joueur au jeu de Go, elle n'en a ni elle ne ressent rien. Donc, c'est même pas qu'elle a gagné. Qu'est-ce que c'est que gagner pour une machine? Rien. Donc ce sont les humains qui jouent avec ces objets pour en faire des objets extrêmement performants, et c'est cela qu'il faut utiliser. Et la vraie phrase que j'ai retenue de ce jeune Chinois, c'était « quand j'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai compris, et maintenant je joue mieux ». C'est ça qu'il faut trouver, c'est cette complémentarité entre nous deux. Mais la machine n'a pas de désir, n'a pas de plaisir, n'a pas d'intention, et n'a pas de conatus, au sens de Spinoza. Il n'y a pas d'étincelle de vie, il n'y a pas de cette volonté de rester et cet appétit de vie, comme il le définit. Revenons un peu au fondamental. Que sont ces machines dites deep learning dont on fait des fantasmes? On fantasme vraiment sur leur capacité. Donc on se retrouve souvent entre une anxiété forte que l'on peut raccrocher à ces mythes fondateurs de nos sociétés et des croyances de surcapacité des machines qui vont tout faire, etc. Alors là, je ne comprends pas. Je vous explique un tout petit peu. Donc en 1943, McLaughlin Peace décide de d'essayer de représenter une cellule nerveuse dont on voit le dessin en haut, c'est-à-dire avec un noyau, un axone et des dendrites au bout qui vont se connecter par des boutons synaptiques avec de la physique et de la chimie à d'autres cellules et propagent une activité grâce à cela. Ils vont le présenter par un automate à seuil, quelque chose qui est en dessous, c'est-à-dire je somme l'activité qui arrive sur les différents dendrites et ensuite ce résultat qui est un scalaire, je le passe à travers une fonction d'activation qui pourrait être tout bêtement une fonction en escalier. Si j'ai suffisamment d'activation, tac, j'envoie l'activation sur les cellules qui sont connectées. Donc ces réseaux, comme celui que je vous montre là, qui est dit deep, parce qu'il y a plusieurs couches cachées, vont en fait propager une activité jusqu'à la sortie, qui sont les 4 ronds qu'on voit à droite. On va comparer cette sortie, qui est la prédiction de la machine, à une sortie désirée, qui serait par exemple de dire j'ai un chat ou j'ai un lion, je fais 1,0 pour un chat, 0,1 pour un lion, je calcule une erreur si j'avais que 2 sorties, et cette erreur, je la rétropropage sur tous les poids du réseau pour que la prochaine fois que je présente la même image, je sois plus proche de ce que je souhaite apprendre à la machine. Et donc elle apprend ainsi avec énormément de pas. J'appelle ça la créativité laborieuse. C'est-à-dire qu'il faut énormément de cycles pour que la machine apprenne quelque chose, qui n'a rien à voir avec l'apprentissage humain. Quand on compare ces machines en disant « mais c'est comme si c'était un enfant de 2 ans », mais rien du tout. L'enfant de 2 ans, il a une autre capacité d'apprentissage que cette machine qui est très très bête dans son apprentissage. Malgré cela, elle apprend des choses qu'on ne voit pas avec notre œil, qu'on n'entend pas avec notre oreille et qu'on ne pourrait pas sentir si tant est que c'était du toucher. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun présupposé sur ce qu'il y a sur l'image. Elle apprend tout en brute force. Donc ça veut dire que de temps en temps, si je veux par exemple modéliser des lions, j'avais fait le test avec des systèmes développés au CEA, j'avais dit voilà, donnez-moi les lions que ce système va aller trouver sur Internet, et de temps en temps il trouvait des savanes, il n'y avait pas le lion, il y avait juste le biotope. Pourquoi? Parce que beaucoup d'images de lions étaient prises dans des savanes. Donc le background, c'est-à-dire l'arrière-plan, était pris à égalité de tous les pixels. Si je veux être invisible, par exemple, ne pas être détecté sur Internet, que mon visage ne soit pas reconnu, qu'est-ce que je fais? Je mets quelques pixels blancs sur le visage, on ne le verra même pas, la machine ne me verra plus. L'humain me reconnaîtra, mais la machine ne me verra plus. Donc, c'est très différent l'apprentissage. Donc, performance extrêmement intéressante, totale opacité sur ce qui est pris vraiment en compte, donc on appelle ça des boîtes noires, et par contre, une capacité de performance très élevée
et des erreurs qui n'ont rien d'humain. Voilà, on est devant ce genre de système. Soyons intelligents, utilisons-les avec des garde-fous. Alors, qu'est-ce qu'un chatbot? Ce sont des systèmes que j'essaie de développer, ce sont des systèmes qui parlent, donc ils comprennent ce que l'on dit, c'est-à-dire ils ne comprennent rien, ils interprètent les mots qu'ils ont reconnus, et puis ils essaient, avec une gestion du dialogue, de générer une réponse. Le premier système mis en œuvre au MIT par Joseph Weizenbaum, qui, si vous regardez un peu sur Internet, est quelqu'un qui, déjà, à l'époque, est assez anxieux sur l'utilisation de ce genre de machine. Il explique qu'il est facile de tromper les humains avec ces machines. La machine qu'il met en œuvre, c'est une simulation d'un psychothérapeute rogérien. Qu'est-ce donc un psychothérapeute rogérien? C'est quelqu'un qui récupère les mots que vous avez mis dans votre question, avec un modèle de Markov, assez simple pour les gens qui sauraient ce que c'est, et qui va reprendre les mêmes mots dans sa réponse. Vous posez une question sur, alors c'est un psychiatre, ma mère a dit que, ah, votre mère a dit, voilà, et on a l'impression que c'est intelligent. Et quand le système ne sait pas quoi répondre, il dit, je vous comprends. Avec cela, vous pouvez assez facilement tromper l'humain. Nous avons... Alors, les humains font peut-être la même chose. Bon, et on développe un grand nombre de robots différents comme ça. Alors, pour certaines tâches, pour certains accompagnements, notamment dans la pathologie, de la dégénérescence du langage, du perte de mémoire, c'est extrêmement utile. Moi, j'ai eu un proche qui perdait le langage. Il avait 2 fois par semaine une orthophoniste qui venait l'aider. S'il avait eu un logiciel qui pouvait renforcer, on l'a vu aussi dans les cas d'AVC, c'est extrêmement utile et urgent, juste après l'AVC, de stimuler. Stimuler, c'est comme une gymnastique du cerveau, et ces machines peuvent le faire sous contrôle de l'humain. Il ne s'agit pas de laisser la machine faire n'importe quoi. Mais là, il y a un fort pouvoir, on devrait l'utiliser plus pour tout ce qui est maladie mentale. On voit avec des enfants autistes, par exemple, l'ordinateur, comme le petit robot en haut qui s'appelle Nao à droite, il est utilisé non pas en face à face, mais comme médium. L'enfant qui a du mal à s'exprimer en interaction sociale va parler à travers la machine. Il va parler beaucoup plus, du coup. On leur fait jouer des pièces de théâtre, où c'est les robots qui jouent, mais c'est les enfants qui, derrière, ont tout programmé. Et ça stimule beaucoup de choses qui font qu'après, sans même ces machines, ils parlent plus facilement. Le robot Paro, en bas, qui est un robot phoque thérapeutique, qui réagit à la chaleur, qui réagit à la voix, et fait juste, en fait, des clouinements, une espèce de mimique, il est extrêmement utile aussi. J'ai vu des gens très refermés sur eux-mêmes, qui, avec ces machines dans les bras, reprenaient des sourires, et les gens autour venaient les voir. Donc on peut créer du lien social avec ces machines. Il n'est sûrement pas très malin de faire un face-à-face humain-machine dans le grand âge. Mais par contre, des communautés d'humains avec des machines, oui, en ayant un contrôle dessus, évidemment. Qu'est-ce que l'affective computing? Je suis arrivée là jusqu'à ce suspense. Donc c'est 3 choses: détecter les émotions des humains, essayer d'interpréter et raisonner avec cela et générer des émotions. Ce facteur d'émotion, il est principal dans notre comportement. On est influencé par l'émotion tout le temps, c'est ce que je disais au début, nos désirs vont être influencés par ce qu'on ressent, ça va changer nos perceptions, notre attention, notre mémoire, nos jugements moraux et nos prises de décision. Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique très connu américain, parle de l'erreur de Descartes. Et il a aussi un autre livre qui s'appelle « Spinoza avait raison ». Donc on est à peu près sur la même lignée, et il explique qu'on ne peut pas être rationnel sans être émotionnel. On cherche à modéliser ces émotions sur machine de façon très simple. Pour l'instant, on a des catégorisations comme Paul Ekman qui essaie de travailler sur la détection, sur le visage des émotions, où il a 6 grandes catégories qu'on appelle les Big Six: colère, joie, peur, tristesse, dégoût, surprise. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la surprise. Pour trouver un consensus au niveau de ces émotions primaires, c'est difficile. J'ai beaucoup travaillé, moi, sur des émotions dans la vie de tous les jours, dans des situations réellement émotionnelles. J'ai été faire des écoutes au SAMU, par exemple, non pas dans le but de remplacer des humains, mais pour étudier les phénomènes riches d'émotions réelles. On va retrouver des émotions positives et négatives en même temps, contradictoires, dans le même phrasé. Pourquoi? Parce que je peux être dans une tristesse, dans une anxiété terrible pour la personne que j'accompagne, et en même temps, on vient m'aider. Et là, je dis merci, merci de venir. Et j'ai la même dans ma voix, à la fois dans la prosodie de ma voix, je vais vous expliquer ce que c'est la prosodie, eh bien, j'ai ces 2 tessitures de voix présentes, et en général, sur le côté linguistique, je vais n'avoir qu'un seul de présent. Je vais dire merci beaucoup, et j'aurai une voix anxieuse, et en même temps qui remercie. Et ça, c'est pas pris du tout en compte par les systèmes maintenant. La personne qui, à mon avis, au monde est le plus avancée sur ces systèmes de modélisation, c'est Klaus Scherer, qui est un psychologue éminent, qui est maintenant à la retraite de l'Université de Genève, qui a fondé les sciences affectives. Après les sciences cognitives, en 2004-2005, il y a eu un mouvement, en tout cas, pour monter des sciences
affectives. L'intérêt, c'était de coupler des recherches à la fois en neurosciences, sur le langage, sur la sociologie, sur l'éducation, en même temps. Et c'était une réussite très impressionnante qui a eu lieu principalement donc, en Suisse. Lui, il dit en fait l'évaluation, il y a quelque chose qui déclenche l'émotion, qui est extérieur ou interne à l'humain, et qui va produire une tendance à l'action, qui peut être de parler, et des réponses physiologiques, comportementales, expressives, cognitives. Et le sentiment, lui, est subjectif, il est vraiment cognitif, il arrive après. Donc comment on va détecter, donc ces machines ne comprennent rien, hein, on a beaucoup d'utilisations qui ne sont pas justifiées dans le langage de beaucoup d'experts qui disent les machines maintenant comprennent nos émotions. Ben non, rien du tout, la machine interprète des signaux en surface. Donc elle est capable de regarder dans le visage, comme vous voyez là, avec une espèce de masque de visage qu'on met sur le visage de quelqu'un, ou est-ce qu'elle a la bouche ouverte, est-ce que les yeux font tel ou tel signaux, et donc on a toute une catégorisation de formes pour montrer qu'elle est en train de sourire, qu'elle est plutôt contente, pas contente, voilà. Il y a des études là-dessus avec beaucoup de données. On va chercher dans la physio des informations aussi, pour savoir rythme cardiaque, conductance de la peau, etc. Est-ce que ça joue aussi? Moi je pensais trouver le ground truth là-dedans, c'est-à-dire la vérité. Il n'y a pas de vérité. Les gens sont différents. Et si j'avais à la catégoriser sur les indices physio uniquement, je dirais il y a des animaux à sang chaud et à sang froid. On overreact sur quelque chose ou on est au contraire très placide. Si vous faites du sport, vous avez l'habitude de courir beaucoup, c'est un entraînement de rythme cardiaque qui vient changer la donne aussi. L'expressivité dans l'audio est liée à quoi? Quand je dis « ça va pas du tout », qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté ma voix, l'énergie est plus forte. C'est les variations d'énergie, de timbre de la voix, de fréquence F0 et puis du rythme qui vont être liés à la prosodie. Et on est capable de calculer des milliers de facteurs là-dessus. Donc l'aspect important, c'est en tout cas que ces émotions qu'on exprime par nos comportements sont de nature théorique sur deux grands sujets, c'est-à-dire que c'est une réaction physiologique, okay, et c'est une réaction physiologique, la plupart du temps, en interaction sociale. Ce qui veut dire que si je m'exprime devant mon supérieur hiérarchique, je vais par exemple pondérer ce que je ressens. Je vais même le nier. Je vais avoir l'air heureuse alors que vous venez de me dire un truc qui ne m'a pas plu. Donc la vie actuelle, l'émotion qu'on va trouver chez les êtres humains en situation, c'est d'une complexité énorme. Parce que ne savent pas du tout décrypter encore les machines. Et j'ai dit encore, mais ça va venir. Et nous sommes tous très différents culturellement. Au Japon, par exemple, où je vais beaucoup, il y a un rire qu'on n'a pas. Nous, on a des rires positifs et négatifs, j'ai beaucoup étudié le rire, et eux, ils ont une espèce de rire guttural qui veut dire « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais le faire quand même ». A priori, je ne l'ai pas retrouvé dans la société française. On travaille sur des robots qui s'appellent Pepper et Nao, qui viennent de la société française Aldébaran Robotics, comme vous savez, vendue à une société japonaise de télécommunications qui s'appelle SoftBank. On en trouve partout au Japon, maintenant, ces robots, devant les pâtisseries, devant n'importe quoi. Ils sont vides, ils ne font rien, ils font... Ils font juste propager des images sur un écran pour dire, voilà, je te venais acheter mes gâteaux, et ils parlent gentiment, plusieurs langues, ça c'est facile, mais c'est toujours en sortie, c'est toujours une expression qui va donner le robot et pas tellement une compréhension de votre comportement de vente qui est beaucoup plus difficile. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec des systèmes ou l'IMSI. On va beaucoup plus loin, on cherche le profil émotionnel, on cherche à représenter le profil de quelqu'un. Bon, alors, ce comportement, c'est ce qu'on fait comme représentation interne. C'est juste pour vous dire, ces machines, quand elles vous parlent, elles font des représentations internes qui peuvent être assez bizarres, des profils, et ça, il n'y a pas du tout de régulation là-dessus. Donc, on voit l'utilité, en fait, de ces différents systèmes, parce qu'elles stimulent, elles peuvent prêter assistance 24 heures sur 24, 7 sur 7, répéter et créer du lien social. C'est utilisé, par exemple, pour détecter chez les militaires aussi des signes d'un syndrome post-traumatique ou des choses comme ça. Moi, j'ai fait des expériences aussi à l'hôpital Broca avec des personnes âgées qui venaient en hôpital de jour pour essayer de la technologie. Est-ce qu'on a envie de machines qui nous donnent des ordres, nous proposent des choses? Comment on va négocier avec elles? Et à quel point les machines vont nous manipuler? Alors, nous manipuler pour notre santé, notre bien-être, ou plus. C'est ça mon propos. On anthropomorphise ces machines, c'est-à-dire qu'on projette dessus des capacités qu'elles n'ont pas. J'ai écrit ce livre pour une large audience, des robots et des âmes, et j'ai eu dans le courrier des lecteurs une femme qui me disait, voilà, j'ai un robot aspirateur, parce que dans les foyers, ils ont plutôt des robots aspirateurs, pour l'instant, autonomes, c'est-à-dire ils vont se recharger tout seuls, c'est tout, le niveau d'autonomie est là, et elle disait, voilà, le robot s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il? Ah ben non, c'est pas possible, ne pense pas. Donc on a quand même un clivage dans la société entre ce qu'on comprend ou pas, suivant différentes situations. La projection de comportement et de capacité humaine sur ces machines est énorme. Un autre exemple, les robots démineurs.
les militaires ont utilisé des robots qui étaient comme des voitures téléopérées, hein, là, pour aller sauter sur des mines, donc très utile. Et quand le robot saute, à ce moment-là, ils veulent le réparer, voire ils veulent l'enterrer, voire ils leur donnent des médailles de guerre. Donc on projette bien sur ces machines des choses qui sont autres. On a vu chez Darty des gens ramener leur aspirateur qui ne marchait plus, dire « je veux le même, réparez-le ». Parce qu'il connaît la maison, il a un nom, etc. Bon. Donc il est important pour moi, puisqu'on projette des comportements réservés aux humains sur le robot, notamment si le robot se présente comme émotionnel, amusant, fragile et vulnérable, et les Japonais partent là-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des univers robotiques qui sont tout sauf les robots premiers qui font peur, qui ont l'air très très puissants. Ils en font des robots fragiles. Et vous allez voir un exemple tout à l'heure d'un robot qui montre une certaine fragilité et qui font que les gens vont s'attacher, ils vont vouloir l'aider, etc. Donc on crée de la dépendance comme ça aussi. La perception du robot va être plus forte que nous, dès lors qu'il sera entraîné avec beaucoup de données pour percevoir nos émotions. Et puis, à travers ça, ils vont récupérer des données privées et sensibles et voire influencer psychologiquement pour des facteurs commerciaux. Donc, je mets en garde sur un certain nombre de risques qui peuvent arriver. La déshumanisation, l'isolement, la dépendance des machines. Les robots géminoïdes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des jumeaux de soi. C'est des gens qui construisent des robots à leur image, à l'image d'un individu. En ce moment, en Chine, il y a 2 présentateurs télé. Ce sont des robots. Il y a un homme et une femme qui présentent la télé, et c'est des clones totaux, enfin exactement la reproduction de 2 vrais présentateurs, et c'est même la même voix, etc. Enfin, ce sont évidemment des clones, mais ils sont là 24 sur 27, 7 sur 7, et il n'y a pas de syndicat, c'est parfait. On les utilise à plein de tubes. Autre exemple, les géminoïdes, donc les jumeaux. Vous voyez au-dessus, là, professeur Ishiguro, avec lequel je vais bientôt travailler sur l'aspect vocal, l'interaction vocale, qui pour l'instant avait un robot qui était téléopéré, donc à distance, donc il faisait pas trop, il n'était pas autonome du tout. C'est téléopéré, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tape les phrases et puis le robot dit ce qui a été tapé. Il va bientôt être autonome, hein, donc il sera un clone presque parfait de la personne. À côté, vous avez Sophia de Hanson Robotics, qui est une honte, ce robot, puisqu'en fait, il a été présenté à l'ONU. Devant l'ONU, elle dit, cet objet dit, je vais sauver l'humanité. Et c'est comme si son PDG, Hanson Robotics, venait dire la même chose aux politiques. C'est prescripté. Il n'y a aucune intériorité dans cette machine. Donc c'est comme du marketing, si vous voulez. Il présente un robot devant un hémicycle de politique qui attendent et écoutent un robot dire « je vais sauver l'humanité », ce que je trouve inadmissible. Mais bon, cet objet est aussi citoyen d'Arabie Saoudite. Alors qu'en Arabie Saoudite, les femmes sont plutôt voilées, peuvent peut-être conduire, récemment, c'était, je crois, elles ont obtenu des droits comme ça. Il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas citoyens, alors qu'ils travaillent depuis 15 ans dans le pays. Donc il y a des aberrations. À côté, vous avez l'Uncanny Valley, c'est une espèce de schéma qui montrait une première bosse et un creux très, très, très profond, qui était une étude qui était faite dans les années 80 par un japonais aussi qui s'appelle Mori, et c'est un anthropologue. Il avait mis côte à côte différents systèmes et il disait que plus le système ressemble à quelque chose de vivant, plus on va aimer ce système jusqu'à un certain point, ou alors on décide que ça devient totalement inhumain et c'est du vampire ou c'est quelque chose qui fait peur. Et donc, un grand nombre d'industriels se sont arrêtés au premier pic en se disant on va faire des machines qui ressemblent pas trop à l'humain et on est en train de changer et d'aller vers des humains qui représentent très fortement les gens parce qu'il y a un marché et il y a notamment un marché de la robotique sexuelle. Donc nous avons une représentation des femmes en intelligence artificielle et en robotique qui est très peu décriée dans la société. Si on regarde d'un point de vue très macro, 80% des codeurs et des concepteurs sont des hommes. 80% des systèmes qui sont créés, qui nous parlent, ont des voix de femmes. Dans votre voiture, c'est des voix de femmes, dans les ascenseurs aussi, même dans les boutiques, c'est des voix de femmes, parce qu'on préfère les voix de femmes. Okay. Et pour beaucoup, c'est des voix de femmes jeunes. Elles ont aussi des corps féminins et des visages féminins. Donc je ne sais pas quel est le monde qu'on est en train de construire en représentant les femmes serviles dans des bocaux, assistantes, robots sexuels qu'on peut éteindre. L'apprentissage adaptatif, c'est aussi quelque chose qui devrait faire réagir. On a créé un des systèmes, l'idéal, on vous parle du big data, on vous dit les Chinois, ils ont des données partout, les Américains aussi, nous sommes des nains de jardin. Bon, écoutez, on ne va pas s'arrêter à ça. Il faut donc avoir une richesse de créativité pour trouver autre chose. En ce moment, le vrai challenge en recherche, c'est d'apprendre avec du small data. Et c'est après d'apprendre en interaction, c'est-à-dire comprendre un contexte dans l'interaction dans laquelle on est, et essayer d'apprendre des informations pour enrichir le modèle. Alors un peu comme font les enfants, mais très loin quand même de ce que c'est faire un enfant.
Cet engagement-là, par exemple, Microsoft avait essayé ça sur Twitter avec un objet qui était aussi féminin, qui s'appelait Taille, qui est censé être une adolescente robotique, enfin un bot, puisque c'est un logiciel qui n'a pas de corps, et elle répondait aux internautes. Et les internautes qui connaissaient ce système ont joué avec et ont tenu des propos qui étaient non politiquement corrects, en disant « vive les nazis »,« vive tout un tas de choses vulgaires, d'insanité, etc. » Et ils ont parlé comme ça, ils se sont fait monter en 24 heures. Le robot a changé son langage et s'est mis à dire « j'aime les nazis, vive Hitler », des choses comme ça. Donc évidemment, Microsoft l'a débranché. Quel coup de pub! Et derrière, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a mis en œuvre un système dit de renforcement, un algorithme dit d'apprentissage par renforcement. Là, on ne donne pas une sortie désirée, on donne juste des mesures de récompense. La mesure de récompense qui était mise dans ce système, c'était plus on va reprendre les termes qui sont utilisés par les gens qui parlent à cette machine, si on voit que ça engage la personne à parler, quoi qu'ils disent. Donc en fait, la mesure de récompense est liée au flot de paroles qui est généré. Or, qu'est-ce que la créativité de ces machines? C'est de découvrir que quand on parle de choses non politiquement correctes, ça fait parler les humains. Bravo. Donc elle a réussi ça. Donc c'est une certaine créativité laborieuse. Voici quelque chose qui, moi, me rend un peu anxieuse quand même. Ce sont donc des humains virtuels qui est un système qui utilise plein de capteurs sur l'humain qui est en interaction avec un agent conversationnel. Ça pourrait être utilisé pour le recrutement. C'est déjà sur la pente. Pour l'espionnage, bon, c'est peut-être autre chose. Pour les entretiens, voilà. Un autre sujet donc, dans lequel on devrait faire attention, c'est cette surveillance accrue, comme à Shanghai, où lorsque vous ne traversez pas dans les clous, vous êtes immédiatement identifié par de la reconnaissance visuelle par des caméras, et votre visage arrive en grand écran avec marqué « mauvais citoyen » et votre note morale, de conduite morale, baisse. C'est pas n'importe quoi, il y a des gens qui ne peuvent plus prendre l'avion en Chine. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient leur fils qui ne pouvait plus faire médecine, il avait été recalé suite à... voilà, le père n'avait pas payé des impôts, donc finalement, l'enfant qui avait réussi son concours était déclassé. Donc on va avoir des tas de problèmes éthiques. Un autre problème qui vient souvent, dont on entend parler, ce sont ces dilemmes éthiques quand on parle de voiture autonome. On dit une voiture autonome, il va falloir qu'elle choisisse que faire dans les situations limites où soit elle fonce sur les gens qu'il y a devant, soit elle suicide les gens à l'intérieur, mais que faire? Et donc on va construire des machines avec des modules éthiques capables de résoudre ces problèmes. C'est un leurre total, ça. Alors je vais vous donner des exemples d'éthique qu'on peut mettre dans la machine. Je prends l'éthique d'Aristote. Alors l'abnégation. Je me suicide. Donc la voiture qui suicide ses passagers n'est pas prête d'être achetée. L'éthique déontique, je respecte le code de la route. Les enfants qui jouent au ballon traversent devant, mais en dehors des clous. La voiture pour les écraser. Je pense que personne ne va acheter ce genre de voiture non plus. La troisième suit une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire calculer le nombre d'heures qu'on va garder de vie entre les gens à l'intérieur et à l'extérieur pour faire le choix. Ça prend trop de temps, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup de collègues à la CERNA qui disent « mais c'est le hasard qu'on doit donner ». Parce que ces règles éthiques sont faites par quelqu'un, et donc on est en train juste de transcrire la pensée de quelqu'un. Donc qui va décider? C'est une vraie question. Et à ce moment-là, le hasard est sûrement ce qu'on pourrait faire de mieux pour que la machine ne soit pas considérée comme une machine morale. Actuellement, et je vais en terminer bientôt, je travaille sur la manipulation de ces machines, ce qu'on appelle le nudge. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est une méthode destinée à orienter les comportements, c'est une incitation. Et on peut utiliser ça pour le bien de l'humanité, on l'utilise déjà pour une meilleure hygiène, pour voter, pour un tas de trucs. Voilà, c'est basé sur les travaux du prix Nobel d'économie comportementaliste qui s'appelle Richard Thaler. Et je base aussi ces travaux sur Daniel Kahneman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui parle du système 1, système 2, c'est-à-dire comment on va utiliser les biais cognitifs que l'on a par paresse, pour faire comme son voisin, parce qu'on ne va pas réfléchir jusqu'à la complexité qui est devant nous, on simplifie, devant une formule mathématique, tout le monde simplifie pour essayer de comprendre ce que c'est. Et ce système 1, il est extrêmement utile pour trouver des solutions différentes de ce qu'on voit, pour pouvoir effectivement créer, mais il va venir intercepter la cognition dans d'autres cas, et on va se faire manipuler par ce système 1. Donc il faut comprendre les intuitions qu'on a et comment ce système réagit. C'est urgent, en tout cas, d'éduquer sur ces systèmes. C'est un ancrage mental, c'est une influence laissée par la première impression, si vous voulez. Le fait que l'informatique nous demande de réagir extrêmement vite va dans ce sens-là. Et tout ce que notre attention, nos perceptions, nos décisions, nos mémorisations sont liées aux émotions et à beaucoup de biais
que l'on a, c'est-à-dire qu'on fait attention à des choses qu'on connaît déjà, les sciences, enfin, c'était vraiment un sujet qu'il faut appréhender réellement et sur lequel il faut monter en compétence dans la société. Bon, j'ai fait des tests en labo, je ne les montre pas, c'est facile de nudger les gens, de leur faire donner des informations privées. On va faire des tests dans les écoles sur des jeux de rôle et on va voir comment la machine va influencer aussi les comportements des enfants. Ces rapports de la CERNA en robotique, par exemple, étaient extrêmement utiles. On avait soulevé plein de problèmes d'éthique, je vous en montre quelques-uns. Le brouillage des frontières, puisque vous avez parlé des frontières tout à l'heure, entre l'humain et le vivant. Comment fait-on cela? Eh bien, les premiers à sortir une loi là-dessus, ce sont les Californiens. Ils viennent de donner une loi qui est sortie là en 2018, début 2019, sur tout concepteur de ces systèmes qui parlent, sont obligés de faire savoir à la personne qui reçoit le message que c'est une machine ou un humain. Pourquoi ne fait-on pas la même chose? Et ça va aller crescendo, c'est une première étape. Les effets que pourrait avoir cette imitation sur des gens vulnérables, c'est quelque chose qu'il faut observer, qu'il faut éviter sans régulation du tout. Les interactions enfants-robots. On voit en Chine arriver des robots qui suivent les enfants pour aller à l'école, pour les stimuler. Il y a des caméras aussi qui vont surveiller les enfants et dire « Ah, lui, il n'est pas en attention totale. » Enfin, on va obliger les gens à être plus concentrés. Où est la liberté dans tout ça et à quel point ça va modifier les comportements des enfants notamment et les comportements émotionnels. On ne sait pas tout ça et pourtant on fonce dans l'utilisation de ces technologies. Donc quand j'entends que la Chine est extrêmement avancée, je dis bah oui, mais elle est très avancée dans des choses que je trouve assez dangereuses. Les machines apprenantes, j'en ai parlé. Je suis aussi impliquée dans des initiatives mondiales comme celle d'I3E, qui est une société savante. 400 000 membres, 160 pays sont représentés et on a des objectifs d'éducation. J'ai fait partie du groupe sur l'affective computing avec Rosalind Picard qui a montré cette nouvelle discipline qui était donc l'intelligence émotionnelle. J'ai écrit ce livre pour essayer d'éveiller les consciences d'un public large et je conclus évidemment, c'était la conclusion. Donc j'ai énoncé un certain nombre de commandements pour avoir des robots sociaux qui soient plus éthiques et je suis pour un recentrage avec l'humain au centre pour éduquer, expérimenter et former avec des outils à disposition et je vous encourage à regarder ces risques et à les anticiper. Je vous remercie.